Dans la concertation. Le premier, il s'agissait de la bonne articulation des niveaux de négociation et les possibilités d'intervention de la négociation collective. Le second portait sur la simplification et le renforcement du dialogue économique et social par les différents acteurs. Et enfin, le troisième concernait la sécurisation des relations de travail. L'audition donc de notre commission ce matin a pour objectif de présenter les résultats de cette concertation entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Madame la ministre, je vous donne donc la parole. Madame la présidente, Madame Monique Iborra, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les députés, merci Madame la présidente de m'avoir permis de revenir aujourd'hui devant la commission des affaires sociales suite à l'engagement que j'avais pris le 13 juillet dernier de revenir devant la représentation nationale pour faire le bilan des concertations avec les partenaires sociaux. Vous l'avez rappelé, suite à la réception des partenaires sociaux par le président de la République, puis par le Premier ministre et moi-même, nous avons tenu donc au ministère du Travail 48 réunions avec les partenaires sociaux. Nous avons conclu ce cycle de concertation en recevant avec le Premier ministre de nouveau les présidents et secrétaires généraux de ces 8 organisations représentatives. Ça ne veut pas dire que la concertation est terminée, car il y aura des discussions fin août sur le texte des ordonnances, mais ça veut dire que l'essentiel du paysage a été posé. Et en tout cas, pour ce qui concerne la loi d'habitation, nous considérons que nous avons l'ensemble des données, la connaissance de l'ensemble des points de vue approfondis de chacun des partenaires sociaux sur ce sujet. Alors, c'est pour moi très important de revenir devant vous aujourd'hui pour 2 raisons. La première, c'est que je suis attachée, comme vous tous, à un traitement très équitable entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Et il est essentiel que vous puissiez disposer des mêmes éléments d'éclairage que vos collègues sénateurs sur la concertation des partenaires sociaux, quelques heures avant que la commission mixte paritaire sur le projet de loi d'habitation se réunisse en ces murs cet après-midi. Et eu égard au calendrier législatif et celui des concertations, qui est long parce qu'elle est très approfondie. Encore une fois, c'est un choix de notre part. Si on avait fait une concertation superficielle, ça aurait été fini avant. J'ai eu l'occasion d'apporter au Sénat en séance plénière la semaine dernière des réponses plus précises qu'à l'Assemblée sur le 3e volet des concertations. Pour les 2 premiers, c'était le cas à l'Assemblée, mais ce n'était pas pour le 3e, car ça s'est conclu le 25 juillet, au moment où nous commencions l'examen des amendements au Sénat. Et donc, ça me paraît très important aujourd'hui de vous rendre compte dans le détail de cette 3e volet de concertation. Le deuxième raison, c'est toujours la même chose, c'est notre volonté d'articuler en permanence démocratie politique et démocratie sociale pour trouver des solutions calibrées, opérationnelles, dont la mise en œuvre sera facilitée par le fait que c'est le fruit justement de cette concertation et de la position que prendra le Parlement. Et donc cette co-construction un peu inédite dans le cadre des ordonnances suppose cette présentation très approfondie. Comme vous le savez, et vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, le premier cycle de concertation du 12 au 22 juin était consacré à l'articulation de l'accord d'entreprise et de l'accord de branche et à l'élargissement du champ de la négociation collective. Le second cycle, du 24 juin au 4 juillet, traitait de la simplification et du renforcement du dialogue social, économique et de ses acteurs dans l'entreprise. Le troisième cycle, le troisième cycle dont je vais parler tout à l'heure va se poursuivre, comme je le disais. Je voudrais dire un mot avant de parler du troisième cycle. C'est que nous aurons, à la fin du mois d'août, un dernier tour de concertation avec les partenaires sociaux, là sur des contenus d'ordonnances dont certains ont déjà été évoqués dans le cadre du projet de loi d'habitation. Il y a encore un certain nombre de sujets à trancher qui le seront dans le cadre des ordonnances. Et ça nous paraît important de leur dire avant qu'ils le découvrent. Je voudrais dire un mot sur les dernières semaines. D'abord pour dire que la Chambre haute, le Sénat, a consacré autant d'heures que l'Assemblée nationale à la discussion de ce texte, 40 heures, commission, séances confondues, et l'adopté jeudi soir dernier avec 186 voix pour, les Républicains et l'Union centriste, 106 voix contre, CRC et SRC, et 46 abstentions, En Marche et SDE. Et je pense que ceux d'En Marche ont
ont voté ici à l'Assemblée nationale, collègues du Sénat n'ont pas voté le texte parce qu'il y avait un certain nombre d'amendements du Sénat sur lesquels ils n'étaient pas d'accord. C'est juste pour que tout le monde soit clair sur les positions respectives. Le projet de loi issu de la Commission des affaires sociales du Sénat a fait en effet l'objet de plusieurs amendements. Et en séance, 37 amendements ont été adoptés, dont 18 du gouvernement, 6 du groupe Les Républicains, 5 du groupe Union centriste, 6 du groupe socialiste et républicain et 1 du groupe communiste, républicain et citoyen. Malgré les divergences entre les versions retenues par l'Assemblée nationale et par le Sénat, aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de convergences. Et ça n'obère pas à ce stade les chances de réussite ou non de la commission mixte paritaire, ce dont je me réjouis, mais ce n'est pas du ressort du gouvernement, c'est le ressort des parlementaires. Alors, sur le fruit de la concertation, s'agissant du troisième thème. Le thème, c'était la sécurisation juridique des relations de travail. À la différence des deux premiers thèmes, où il y a 2-3 mesures phares, celui-ci, par sa nature, fait l'objet de toute une série de mesures qui, peut-être chacune, ne sont pas aussi majeures que la définition entre la branche et l'entreprise ou la création du comité social et économique, mais qui toutes visent à sécuriser pour les employeurs et pour les salariés un certain nombre de points qui aujourd'hui sont complexes et qui manquent de clarté et donc parfois d'équité. Le but, c'est de sécuriser, simplifier les relations de travail en France, comme tout le reste du texte, pour favoriser l'investissement et donc l'emploi et l'attractivité des entreprises, mais aussi pour permettre davantage d'équité et pour, dans certains cas, comme le télétravail sur lequel l'Assemblée nationale s'était longuement penchée avec un débat important à mes yeux, pour permettre aussi une meilleure conciliation entre vie personnelle et professionnelle et adopter des textes qui sont plutôt des textes qui se tournent vers le futur, comme celui sur le télétravail. Donc, 3 orientations principales ont été retenues. La première, c'est sécuriser davantage la rupture du contrat de travail dans le respect des droits et obligations actuels des salariés et des employeurs. Pour cela, un certain nombre de mesures sont envisagées. La première, c'est de mettre en place un barème impératif des dommages et intérêts applicable à tous, avec un plancher et plafond qui laisse de la marge d'appréciation au juge, qui est fondé sur l'ancienneté, qui a pour objectif de lever la peur de l'embauche, notamment dans les petites et moyennes entreprises qui sont principalement concernées, que cette peur soit d'ailleurs rationnelle ou irrationnelle, et dans les deux cas, elle est effective, et en excluant les cas de discrimination, de harcèlement et les atteintes aux libertés fondamentales des salariés qui ne nous paraissent pas devoir être plafonnés. Vous voyez, là, on parle de... C'est le sujet de la concertation, c'est quasiment ce qu'on va mettre dans les ordonnances. Là, on est déjà... Comme pour les autres sujets, quand on parle de la fin de la concertation, on est déjà sur un texte plus précis que la loi d'habilitation. Le deuxième point de ce premier point, c'est une décision qu'a prise le gouvernement, que j'ai annoncée à l'Assemblée nationale, d'augmenter les indemnités légales de licenciement. Je rappelle qu'elles s'appliquent à tous les licenciements, qu'ils fassent ou non l'objet d'un recours au prud'homme. Troisièmement, c'est d'encourager la conciliation dans le sens de ce qui a été fait les dernières années et qui allait dans le bon sens, de prévenir plutôt que guérir et d'encourager la conciliation plutôt que le contentieux. Et nous avons prévu c'est pour ça que nous avons prévu, suite à cette concertation, de rendre possible une réforme de la procédure et, le cas échéant, d'envisager un régime fiscal et social plus incitatif en cas de conciliation plutôt qu'en cas de contentieux. Car aujourd'hui, le régime est plus favorable si on est au contentieux que si on est en conciliation, ce qui est un petit peu contre-intuitif, mais c'est le résultat d'un certain nombre de textes successifs. Quatrièmement, proposer un document de type CERFA, élaboré avec les partenaires sociaux, simple, j'insiste dessus, donc je peux vous dire que je vais surveiller de près moi-même à quoi ressemblera le CERFA à la fin, car le diable là peut se nicher dans les détails, et qui soit mobilisable au moment de la rupture du travail, et qui rappelle les droits et obligations de chaque partie, afin de mieux protéger les droits des salariés, mais aussi de permettre à l'employeur, notamment dans les TPE-PME, de respecter les règles de forme. Car aujourd'hui, j'avais insisté là-dessus, je réinsiste là-dessus, aujourd'hui, la violation de ces règles de forme entraîne aujourd'hui beaucoup de condamnations, parfois lourdes, et beaucoup de contentieux, et on ne peut pas demander à chaque TPE et chaque PME d'avoir
un DRH, un juriste et un avocat auprès d'elle au moment où elle rédige. Et donc, c'est très important que, d'une part, on va revenir sur les vices de forme, mais aussi qu'on aide finalement, qu'on guide, parce que ça rappellera de façon simple ce qu'il doit faire, puisqu'il devra dire bah, j'ai fait ça, j'ai fait mon entretien préalable, etc. Cinquièmement, harmoniser les délais de recours. Aujourd'hui, il y a différents délais de recours selon qu'il s'agit de licenciement individuel, de licenciement économique, de différents cas de figure. Nous pensons que ça ne rend pas très lisible le droit, de nouveau, pour les employeurs comme pour les salariés, qui quelquefois sont perdus dans ces différents délais et donc n'agissent pas à temps. Et donc, nous souhaitons harmoniser. Donc ça, c'est le premier volet issu de concertation, qui est sécuriser la rupture de travail, encore une fois, dans le respect des droits et des obligations de chacune des parties. Le deuxième volet s'agit de sécuriser les évolutions d'organisation des entreprises sans remettre en cause les droits et la protection des salariés. À cet égard, il est prévu 5 points. Le premier, c'est de prévoir un régime juridique pour les plans de départ volontaire sans départ contraint, qui sécurise aussi le congé de mobilité professionnelle et favorise la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Aujourd'hui, c'est un sujet de jurisprudence, mais qui n'est pas sécurisé juridiquement, et nous pensons qu'il serait utile de le faire. Deuxièmement, c'est modifier le périmètre mondial d'appréciation des difficultés économiques, qui est aujourd'hui une protection qui ne fonctionne pas dans la réalité, pour le ramener à un niveau qui favorise l'investissement des entreprises et l'emploi des salariés en France, en mettant des conditions beaucoup plus proches de la réalité de ce qui se passe dans les entreprises. Troisièmement, c'est revoir la procédure de reclassement de telle sorte que l'obligation de reclassement de l'employeur soit plus réelle et moins formelle. Quatrièmement, c'est adapter les modalités de licenciement collectif à la taille de l'entreprise et favoriser les reprises d'activité. Et cinquièmement, c'est sécuriser les accords collectifs permettant le travail de nuit, évidemment sans remettre en cause le caractère exceptionnel du travail de nuit et ses modalités. Le troisième grand point, c'est sécuriser et adapter notre droit aux nouvelles aspirations des salariés et le rendre accessible à tous. Là, 2 mesures principales. Moderniser et sécuriser le régime juridique du télétravail pour en faire une modalité de travail de droit commun, conformément à l'aspiration d'un nombre croissant de salariés. Et pour ça, il faut les sécuriser tant pour les employeurs que pour les salariés. Je pense que ça serait une grande avancée de notre droit. Et deuxièmement, rendre accessibles les dispositions légales applicables à chacun, employeur comme même salarié, par voie numérique, car connaître le droit, pouvoir de façon accessible connaître ses droits et ses devoirs pour les entreprises, ça rend service à la mise en œuvre réelle du droit. Donc ces 2 points-là me paraissent également importants. Alors, ces sujets, nous les avons d'abord abordés en commission puis en séance. Maintenant, je peux être beaucoup plus précise avec vous sur ces sujets. Et donc, je vous propose du coup de passer directement aux questions pour que je puisse vous répondre le plus précisément possible sur tous ces points, sachant qu'il y a quelques points à travers ces sujets qui ne sont pas encore tranchés. C'est l'objet du travail du mois d'août. Il y aura une petite trêve, mais nous allons quand même beaucoup travailler au mois d'août. Mais comme vous voyez, le paysage s'est déjà beaucoup éclairci par rapport à ma première audition devant la commission. Maintenant, je suis à votre disposition pour les questions. Bien, merci beaucoup, Madame la Ministre. On va donc passer aux questions. 2 minutes pour chaque intervenant. Et c'est donc Madame Charlotte Lecoq qui commence à poser la première question. Nous en prendrons 3. Et puis, si vous le voulez bien, vous répondrez, Madame la Ministre. Donc, Madame Charlotte Lecoq. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, donc vous nous avez décrit ce qui ressortait des échanges avec les partenaires sociaux. Parmi les mesures envisagées pour garantir plus d'équité dans le cadre de procédures prud'homales, à la fois pour les salariés et pour les employeurs, donc il est prévu de déterminer un plafond des indemnités prud'homales. C'est bien une mesure nécessaire, effectivement, pour rassurer les entrepreneurs en leur donnant plus de visibilité. Mais ça ne répond pas pleinement aux besoins de ces derniers, en particulier les artisans et les TPE. Donc, effectivement, vous avez rappelé que dans la majorité des cas, les condamnations étaient plus liées à des problèmes de procédure. Et vous avez commencé un petit peu à répondre à ma question. Ma question, c'est
par quelle mesure on va permettre de répondre plus spécifiquement à cette problématique de procédure. Vous avez évoqué un CERFA. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Merci. Bien, merci. La parole est maintenant à Monsieur Lurton pour le groupe Les Républicains. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, j'aurais deux types de questions. La première, elle concerne le calendrier que vous nous avez annoncé depuis le début du travail sur ce texte de loi, avec un aboutissement de la rédaction de vos ordonnances et une présentation aux partenaires sociaux à la fin du mois d'août. J'aurais voulu savoir si un recours devant le Conseil constitutionnel était déposé. On peut imaginer qu'il puisse être déposé dans le courant de la semaine prochaine. J'ai du mal à comprendre comment vous arriveriez à promulguer la loi avant le 15 août et à tenir ce calendrier. J'aurais voulu savoir si vous aviez prévu cette éventualité et, dans ces cas-là, quelles solutions prévoyez-vous de conduire. Ma deuxième question, elle porte sur les modalités de négociation, notamment dans les petites entreprises. D'après ce que nous pensons savoir pour les petites entreprises de moins de 10 salariés, il serait envisagé d'étendre le champ de la décision unilatérale de l'entreprise avec une validation par référendum, notamment sur le troisième bloc de négociation qui concerne principalement la négociation d'entreprise. C'est un article des Échos du lundi 24 juillet qui nous a un peu précisé tout cela. Vous serait-il possible de nous confirmer ce type d'alternative à laquelle nous ne sommes pas forcément opposés, mais qui n'a pas été évoquée dans le cadre de nos débats? Et enfin, ma deuxième question porte sur les entreprises entre 10 et 50 salariés. Vous envisageriez pour elles de permettre la négociation avec des délégués du personnel non mandatés, les accords étant validés par référendum? Vous envisageriez aussi de permettre la négociation avec un salarié formé à cet effet? C'est un amendement que nous avions nous-mêmes déposé en première lecture à l'Assemblée nationale, mais qui avait été déclaré irrecevable à ce moment-là. J'aurais voulu savoir si vous me confirmiez ce choix, le choix de cette alternative. Je vous remercie. Merci. La parole maintenant est à Monsieur Adrien Quatennens de la France Insoumise. Pardon? Non. Après? Très bien. Donc, la parole est à Madame Marie Tamarel de la République En Marche. Oui. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, moi, ma question est un peu à la marge parce qu'elle n'est pas tout à fait en rapport avec le sujet d'aujourd'hui, mais c'est parce que j'ai été interpellée par certains élus, notamment un maire très inquiet, à propos des CAE. Or, voilà, j'aurais voulu que vous nous refassiez, si c'était possible, un point, en sachant que l'ancien gouvernement avait effectivement prévu une baisse de ces CAE. J'ai vu que vous, contrairement à ce qui avait été initialement prévu, ceci a été revisité avec au contraire une rallonge de l'enveloppe. Voilà, donc j'aurais aimé que vous puissiez voilà, nous faire un point sur cette situation de façon à ce que je puisse apporter une réponse précise voilà, aux élus qui me sollicitent. Merci. Bien, Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Alors sur le premier point, sur le vice de forme, oui, comme vous l'avez dit, le barème c'est important pour la faisabilité, mais le vice de forme c'est largement, enfin c'est même peut-être plus important. Donc en fait, à travers un formulaire CERFA, on fait deux choses. On sécurise, parce qu'à partir du moment où le formulaire est bien rempli, du coup, ça fait tomber le sujet du vice de forme. Alors qu'une lettre de licenciement libre a toutes les chances, dans une TPE, de ne pas être formulée dans les règles. On l'a vu d'ailleurs pour la rupture conventionnelle, où il y a le sujet vice de forme de la rupture conventionnelle est quasiment tombé par le fait d'avoir un formulaire CERFA. Alors, contrairement à ce que certains pensent, ça protège aussi le salarié. Parce que du coup, l'employeur, dans le formulaire CERFA, il va avoir ses obligations. Il va dire, est-ce que vous avez bien fait ça, bien fait ça, bien fait ça. Et donc, du coup, l'employeur le connaissant, il va pouvoir, et le salarié aussi, enfin les deux parties, finalement, ça décrit ce qui doit être fait. Et donc, c'est le fait d'avoir un formulaire CERFA, c'est une sécurité pour les deux parties. Et je pense que c'est la clé, c'est une clé concrète qui permet de tomber, à part un principe sur les vices de forme qu'on peut mettre dans la loi, mais le problème c'est de l'apprécier, le fait d'avoir un process et un outil qui permet de fait que ça n'arrive plus, je pense que ça va être un élément très important. Alors après, il faut qu'il soit pas,
ne fasse pas 7 pages, qu'il n'y ait pas 70 pages de notice. On est d'accord, parce que sinon, d'ailleurs, tant pour la TPE que pour le salarié, c'est comme si on n'avait rien fait. Donc c'est pour ça qu'il faudra qu'on veille bien à l'exécution. Bon, sans faire référence à d'autres formulaires CERFA, je pense qu'il y a une toute petite marge de progrès sur le sujet. Sur le calendrier, oui, alors les prochaines étapes, c'est dernier tour et projet d'ordonnance à la fin du mois d'août. Projets d'ordonnance qui sont soumis au Conseil d'État. Début septembre, consultation des 5 comités, commissions, organisations que nous devons consulter, dans lesquels les partenaires sociaux sont présents à chaque fois, mais qui ont des angles de vue différents. Donc ça sera fait essentiellement entre le 5 et le 15 septembre. Nous prévoyons toujours que les ordonnances soient à l'ordre du jour du Conseil des ministres qui aura lieu la semaine du 20 septembre. Pourquoi je donne pas le jour? Parce que la date elle sera peut-être décalée à un jour près, et pour des raisons de déplacement. Et donc publication des ordonnances la semaine du 25 septembre. On est toujours sur ce calendrier. S'il y a un recours au Conseil constitutionnel, ça n'est pas incompatible avec ce calendrier. Donc voilà. Alors sur le deuxième, sur les modalités de négociation dans les TPE et les PME, enfin moins 11 et 11 à 50 salariés. Je pense que là, la concertation n'a pas encore complètement abouti, mais a porté un fruit très important. C'est que d'abord, ce débat est devenu un débat public. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que trop souvent, on a eu tendance dans le passé à finalement faire, tant du côté de l'État que des partenaires sociaux, à raisonner grandes et moyennes entreprises, mais finalement ne pas prendre assez en compte dans nos réflexions le fait que ce n'était pas toujours applicable dans les petites entreprises. Et là, c'est un débat que vous avez porté à la Commission et en séance plénière à l'Assemblée, qui a été discuté aussi au Sénat, qui est devenu un peu sur la place publique, puisque beaucoup de médias aussi le reprennent. Et je pense que c'est un débat qui est sain. Je rappelle que 55% des salariés du secteur privé en France sont dans des entreprises de moins de 50 salariés. Et donc, si les formes du dialogue social actuel ne marchent pas dans ces entreprises, ça veut dire que toute ouverture qu'on fait pour plus de dialogue social dans l'entreprise, eh bien, écarterait la moitié des salariés dans ses bénéfices. Donc, il est essentiel de régler ce sujet. Ça n'est pas simple. Pourquoi? Parce qu'il faut tenir deux choses à la fois. Un, notre conviction que le dialogue social il doit être structuré pour être équitable et fructueux, et donc que les organisations syndicales ont toute leur place et sont les garants, et ils sont élus par les salariés, et elles sont très importantes. Donc on ne remet en rien en cause, au contraire, le fait que l'objectif, c'est d'avoir un dialogue social construit et que les organisations syndicales sont légitimes et sont les seules légitimes, d'une certaine façon, pour représenter les salariés. Mais en même temps, force est de constater que ça fait des décennies que ça ne bouge pas dans les petites entreprises, pour des tas de raisons. Alors, certains disent que c'est la faute des uns ou la faute des autres. Je ne rentrerai même pas dans ce débat. Le fait est qu'aujourd'hui, il y a 4% de délégués syndicaux ou de personnes mandatées dans les entreprises de moins de 50 salariés. Donc, ça ne fonctionne pas. Et dans les moins de 11 salariés, où il n'y a même pas de délégués des personnels, évidemment, et on ne peut pas être dans le même formalisme dans une TPE où le chef d'entreprise est en même temps travaille sur les mêmes chantiers que ses compagnons. Enfin, on est dans des mondes sociologiques différents. Il faut en tenir compte. Donc, ce que nous avons beaucoup discuté dans la concertation, ça n'est pas encore complètement abouti, donc nous n'avons pas complètement arbitré jusqu'où on ira, mais c'est déjà, je pense que tout le monde, de tous les côtés, a pris acte qu'on avait un vrai sujet pour comment on allait renforcer le dialogue social dans les TPE, moins de 11, et les PME, d'une façon qui, en aucun cas, ne doit court-circuiter ou abîmer la progression syndicale, mais en même temps qui marche et qui soit réel maintenant, et pas dans 50 ans, quand il y aura des... voilà, si on arrive à résoudre le problème. Parce que c'est par ici, pendant des décennies, si on ne fait rien, il n'y a pas tellement de raisons que ça change. Et donc, c'est ça le cœur du débat.
avec certainement des modalités différentes dans les moins de 11 salariés et au-dessus, parce que c'est pas la même situation déjà légale, et puis c'est pas à 50 salariés, c'est déjà plus la même relation. La nécessité d'un corps intermédiaire pour discuter est assez évidente. Ce qui est, quand vous êtes 3 salariés, n'est pas du même ordre. La consultation des salariés, quand il y a 3 salariés, ça n'a pas la même forme qu'à 50 ou à 300 ou à 10 000. Et ça, c'est logique. Donc l'esprit, c'est renforcer le dialogue social, consultation des salariés, puis représentation des salariés, le plus possible tendre vers l'organisation syndicale, mais y aller finalement d'une façon progressive, et donc où il y a plus d'ouverture dans les petites entreprises, parce que la priorité de tout, c'est déjà qu'il puisse y avoir de la négociation, qu'il puisse y avoir du dialogue social, mais que ça s'inscrive en perspective dans la construction d'un débat où là, l'employeur discute avec les organisations syndicales aussi. Donc c'est cette appréhension de la réalité du problème qui aujourd'hui, maintenant, est partagée. Donc tout le monde n'est pas encore d'accord sur les solutions, mais tout le monde est d'accord pour dire qu'on ne peut pas rester dans la situation existante, car au moment même où nous voulons faire une loi qui renforce le dialogue social et qui donne plus de grain à moudre, de matière à discuter dans l'entreprise, s'il ne peut pas en discuter faute d'interlocuteurs, finalement, encore une fois, on prive du bénéfice de ce dialogue social 50% des salariés en France. Donc j'étais un peu longue sur ce sujet parce qu'il me paraît extrêmement important. Donc on n'a pas encore complètement abouti sur la solution qui sera retenue, mais on a déjà beaucoup progressé sur le fait que maintenant, c'est un débat public, et je pense que c'est sain, et 2, que tous les acteurs reconnaissent que il faut trouver des solutions qui ne perdent pas de vue le cap, mais soient un peu pragmatiques sur le chemin pour y arriver. Troisième sujet, qui est hors champ de la loi d'habilitation, sur les contrats aidés, dont le CAE. Donc, je distinguerai le court terme et le moyen-long terme. Sur le court terme, pour 2017, que s'est-il passé? C'est assez classique dans les changements de gouvernement, mais disons que le programme avait été surconsommé et sous-doté financièrement. Bon, c'est pas le seul changement de gouvernement où c'est arrivé, mais c'est arrivé aussi cette fois-ci. Donc, en gros, plus moyen de finir l'année. Donc, j'ai obtenu effectivement une rallonge budgétaire pour pouvoir continuer à avoir des contrats aidés pour les mois qui viennent. Ensuite, nous aurons à prendre des décisions dans les semaines qui viennent sur la mise en perspective de l'ensemble des outils d'accès au marché du travail pour les demandeurs d'emploi à longue durée et les jeunes. Et en gros, il y a 2 grands dispositifs. Il y a tout ce qui est contrat aidé, où finalement on aide l'employeur par une baisse du coût supplémentaire à toutes les autres baisses du coût pour qu'ils prennent quelqu'un. Et puis, il y a le fait d'investir dans la formation massivement de ces demandeurs d'emploi, de ces jeunes, pour qu'ils accèdent vraiment à une compétence qui leur permet, sur le marché du travail, de réussir. La formation, c'est plus dur à faire, mais c'est plus long terme comme effet. Parce que si vous avez une compétence qui est valable sur le marché du travail, le contrat aidé, la mesure d'efficacité n'est pas très grande parce que ça marche le temps du contrat aidé, mais finalement, ça ne garantit pas la suite. Donc, nous sommes en train de réfléchir à ce sujet. Nous aurons à prendre des décisions d'ici quelques semaines sur là, je parle pour les années qui viennent, puisqu'on va être dans une logique pluriannuelle. Et donc, là, les décisions ne sont pas prises. Clairement, il me semble quand même, je peux dire dès maintenant, qu'on est très attaché au fait qu'on puisse investir fortement dans la formation pour doter les demandeurs d'emploi, les jeunes, d'une compétence valable sur le marché du travail, durable, et pas simplement de permettre à court terme d'avoir un emploi grâce à une aide de l'entreprise. Je crois que c'est un peu ça les termes du débat sur l'avenir, mais ça c'est un débat qu'on aura dans les semaines qu'on aura dans les semaines qui viennent et dans lequel s'inscrira la trajectoire budgétaire. Mais donc à court terme pour 2017, oui effectivement on ne pouvait pas se retrouver, et donc vous comprenez dans le contexte difficile budgétaire, c'était une vraie décision de au moins ne pas couper brutalement. Voilà pour les 3 questions. Merci, Madame la Ministre. Pour votre dernière mention, je crois qu'en effet, c'est important que vous ayez pu préciser parce que sur le terrain, évidemment, les questions remontent fort sur ces dispositifs de contrats aidés et en particulier des contrats d'avenir. Donc, merci pour votre réponse. Je passe